Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva, toujours avec Dame Lipasco. Salut Dame Lipasco, comment vas-tu? Salut, monsieur. Pank. On continue notre recherche étude sur la méthode Silva, sur le cours de 72, sur le cours avancé. Et ce qu'on vous rappelait encore la semaine dernière, mais vraiment on est sur ce point-là. Là, José redécrit un ensemble d'éléments inductifs ou d'approfondissement de l'hypnose dans cette phase de cours. Donc, pour les plus hypnos d'entre vous, ça vous parle naturellement. Pour ceux qui ne sont pas forcément entrés dans de l'hypnose, qui ne connaissent pas vraiment ce milieu-là, c'est là où avec lui, on vous disait, c'est fou comment pendant ces années-là, l'influence de l'hypnose était présente et à quel point il en parlait facilement, chose qui ne sera plus le cas quelques années plus tard. Alors, donc on s'était arrêté sur, donc c'était dans les notions d'induction et d'approfondissement, sur la sensation de chute, donc profit de la sensation naturelle de chute qui aide l'esprit à ajuster au niveau θ. Pour revenir, pour les plus hypnos d'entre vous, ça représente les inductions instantanées et en l'occurrence les ruptures de pattern en général physiques, où vous allez avoir un petit choc, où vous allez voir parfois la personne partir complètement sur l'arrière ou au contraire sur l'avant. Il va y avoir un petit choc, parfois juste un petit étonnement où on va voir la personne qui sursaute et hop, et elle part dans sa transe. Donc ça, c'est quelque chose qui est très utilisé sur l'hypnose directe, sur l'hypnose directive et sur les hypnoses de scène, de rue, etc. Parce que c'est visuel et parce que c'est très effectif. Ouverture et fermeture des yeux, donc ça aussi, je vous en avais parlé la semaine dernière, c'était le fractionnement, c'est un approfondissement de notre côté. Alors, là, le choc modifié égale surprise. Utilise un stimulus surprenant, exemple, un son fort, pour déclencher, entre guillemets, mécanisme de survie. On revient sur cette sémantique qu'utilise José. Contournant la conscience critique, et c'est là, et conscience critique, c'est un mot que José utilise, hein. Donc c'est le facteur critique, hein. Et induisant le sommeil, bon, le mot sommeil n'est pas juste, mais induisant la transe hypnotique à un moment donné. θ. Non recommandé pour les personnes ayant des problèmes cardiaques. C'est marrant comme attention. En général, c'est quand même pas des choses tellement surprenantes que vous allez avoir le cœur qui va s'arrêter, hein. Surtout que c'est vraiment une petite surprise. On ne sait pas quand la personne tire ou fait un son, etc. Et c'est plus une petite surprise et on voit la personne qui est un peu étonnée et qui après, de toute façon, elle est accompagnée par des suggestions. Tu écoutes ma voix, tu te détends, tu te relâches, je vais décompter de 5 à 1, tu vas te sentir de mieux en mieux. Je suis pas sûr que même quelqu'un de cardiaque, ça lui pose vraiment des masses de questions. Mais il a raison, hein, et il faut toujours être plus dans la protection des personnes qui sont là, plutôt que dire faites tout et n'importe quoi avec n'importe qui. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Autre élément, la confusion. Alors, pour les plus ericksoniens et pour les PNListes, s'il y en a parmi vous qui écoutent, la confusion, c'est un élément qui est extrêmement utilisé dans l'hypnose, plus spécifiquement en ericksonien et du coup en PNL, vu que c'est né de l'hypnose ericksonienne. Pour les individus très analytiques, l'opérateur peut les charger d'une tâche complexe, exemple, compter de 1000 par 7, ou faire des erreurs délibérées pour les désorienter et les rendre plus réceptifs à la relaxation. Et José disait, je ne peux pas le comprendre, alors je préfère que vous le laissiez se détendre. En gros, ça c'est intéressant. Alors après, dans la méthode, vous n'allez pas avoir des masses d'utilisation de ça, mais pour les hypnos, c'est toujours quelque chose d'intéressant. Et c'est en même temps une double sortie pour nous, les hypnos. Admettons qu'il y a un moment, on est un peu, on fait notre séance et on confusionne les mots et on dit un peu n'importe quoi à un moment donné. On peut toujours dire non, mais c'était technique. En fait, j'ai dit ça, mais c'était juste pour te confusionner. D'accord? Quand on dit quelque chose d'idiot en hypnose, on dit non, mais c'est normal, c'était stratégique.
C'était pour rentrer, pour se faire une confusion mentale pour que tu puisses rentrer plus dans ton état, etc. etc. Et j'avais trouvé que c'était un moyen, quand je l'avais appris à l'époque, je me dis, mais en gros, tu peux dire n'importe quoi en hypnose tout en disant, non, mais attends, c'est une stratégie. Stratégie, je viens de te confusionner. Là, tu te demandes ce que je suis en train de dire et tu dis, je dis n'importe quoi, alors qu'en fait, je suis en train de te suggérer des choses très positives. Donc, confusion, ouais, c'est une technique qui est chouette et qui est souvent utilisée. Poignée de main. Je peux faire un petit commentaire là? Oui, bien sûr. N'est-ce pas? OK. En fait, la première fois que moi j'avais entendu de parler de confusion ou de choc, c'était José Silva, parce que je ne connaissais rien d'hypnose. Et il ne parlait pas d'hypnose. Il parlait de comment rendre la personne plus ouverte à la suggestion, oui, mais communication subjective. Hein? Il faisait exprès de faire une chose, mais vraiment idiote. Et pendant que la personne était comme ça, il disait, je lui fais zap, c'est-à-dire il lance mentalement la suggestion. Okay? Donc, il a utilisé des techniques hypnotiques qui sont objectives pour avoir un résultat subjectif. Et en fait, je ne sais pas si on a déjà parlé de ça, mais Michael était un vrai maître de ça. Tu m'avais dit avec le billet d'avion, non, c'était pas ça l'histoire là à l'aéroport? Oui, voilà. Tu te rappelles. Vas-y, rappelle, parce que vu qu'il y en a qui regardent pas forcément. Oui, ça vient de longtemps, effectivement. Et souvent, tout ce qu'il devrait faire, c'est de parler en français pour mettre les gens en confusion. C'est une super stratégie. Et puis, il a simplement visualisé qu'ils étaient en train de dire oui, pas de problème, c'est mon plaisir, etc. Et ça marchait vraiment à merveille. Et en fait, la première fois que je l'ai vu faire ça, on est arrivé à la banque à Paris à 5h31 et la banque officiellement devrait fermer les portes à 5h30. Je ne sais pas si je t'ai raconté ça. Okay. Non, là, ça ne me dit rien à la banque à Paris. Dis-moi. Donc, il va et la porte est toujours verte. Il rentre et là-dedans, il dit « Oh, on n'a pas fermé la porte. Désolé, monsieur, c'est trop tard, justement. » Et il avait tous ses chèques qu'il voulait déposer. Et donc, il est arrivé à la convaincre quand même à accepter ses chèques, même après l'heure. J'ai dit « Qu'est-ce que tu as fait ?» Et il a dit « Oh, ben, I did my Daffy Duck act. » J'ai fait comme Daffy Duck. Je l'avais déjà vu faire ça, mais c'est la première fois qu'il m'a admis. Il faisait ça consciemment. Et il faisait n'importe quoi avec son bizarre accent. Ils étaient tous en confusion. Il dit, mais tu peux quand même, ça va prendre 2 minutes. OK. Mais donc, confusion parfaite. Maître de confusion. Ouais. Et ça, c'est un des trucs que je trouvais très, très amusant chez lui parce que, pour ceux qui ont déjà suivi, je vous l'avais déjà dit, mais il avait ce truc-là où les gens, parfois, ne se rendaient pas compte qu'ils comprenaient tout. Et il y a des moments, quand je commençais à le voir, qu'il parlait un franglais assez approximatif, alors que, même si parfois il faisait des fautes, il pouvait très bien se faire comprendre, je me disais, tiens, il vient de constater quelque chose. Il n'a pas vraiment envie de parler avec la personne pour une raison X ou Y. Et il dit des trucs, la personne fait « Ah, d'accord », puis après il se barre. Et vu que c'était son grand truc de « Ouais, non, mais j'ai autre chose à faire », où il avait envie de parler avec quelqu'un spécifiquement. Donc les gens qui venaient le voir, ils faisaient un espèce de truc, les gens, tu les voyais, ne comprenaient rien. Puis ils rigolaient. Michael se marrait. Le mec se marrait parce qu'il était en mirroring. Puis après, Michael se barrait. Et le gars, il n'avait pas du tout la réponse à ce qu'il voulait, mais Michael, il avait autre chose à faire, donc il faisait autre chose. Et ça, c'était assez amusant. Et là-dessus, il était vraiment… c'était drôle parce qu'en plus, il y avait toujours, chez les personnes qui ne connaissaient pas Michael, cette espèce de « il ne comprend pas ce qu'on dit ». Oui, non, il comprend bien, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, il y avait vraiment une notion volontaire. Ce que tu mets en avant, c'est quelque chose, moi, que j'ai testé, parce qu'on en avait parlé il y a quelques années, et que je ne trouve pas toujours très simple à tester, cette notion de tu crées une confusion, et après, à l'intérieur de toi, tu fais un travail de communication subjective. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, il est assez difficile de réussir à se dissocier à l'intérieur de soi pendant qu'on est en train de parler avec une personne, tout en stratégiquement cherchant à confusionner, saturer. Donc, moi, j'avais trouvé que c'était intéressant, mais que ça demandait un petit peu de pratique
pour réussir à être assez maître du système, parce que confuser, saturer, bon, c'est sûr que quand tu as justement quand tu as un accent ou quand tu peux jouer avec certaines modalités, ça peut le faire. Mais quand tu cherches à expliquer aux gens des choses et que tu t'amuses un peu à les saturer pour emmener quelque part, le fait de rester quand même relativement cohérent, parce que oui, on peut toujours dire tu peux être incohérent, mais en restant cohérent, mais juste en donnant plein d'infos et tu sens que les personnes, ils n'arrivent plus à rien capter, te dire en même temps, pendant que tu as un rythme assez soutenu, bon, moi, pendant ce temps-là, il faut que je me dissocie en moi pour avoir une partie de moi qui est en train de visualiser l'intention, l'idée, ce que j'attends, c'est-à-dire, admettons, le groupe comprend, ou le groupe se sent bien, ou le groupe part en transe, qu'importe, tu vois. C'est pas si évident que ça. C'est-à-dire que sur le papier, ça a l'air assez simple. On peut se dire, oui, ok, je fais un truc, je sais pas, je te parle, je fais tomber mon portefeuille, tu me regardes, et là, je te dis, pendant que tu es en train de te dire un truc qui n'a rien à voir, pendant que c'est en bas, tu es en train de dire, j'ai pas compris ce que tu as dit, et là, je pourrais éventuellement me dire, je tente une communication subjective. On va dire une intention projetée à un moment donné. Mais si on veut le faire sur une conversation sans des espèces d'interruptions, en faisant tomber un verre, tomber un stylo, tomber un truc, ça demande une pratique. Par contre, je trouve que c'est intéressant. Et cette notion, pour revenir à notre texte, et à ce que tu dis, où José a pu se dire, tiens, l'état inductif et le processus inductif plus l'état de transe amène à une meilleure réceptivité des suggestions non verbales et en gros des intentions envoyées, parce que là, ça serait plutôt ça, la communication subjective. Ça, j'aimerais bien savoir comment il en est arrivé à cette conclusion. Parce que c'est pas évident. On sait que on peut mettre quelqu'un en transe, là on parle dans la notion d'hypnose, on peut travailler en non-verbal avec des gestes. On peut travailler en non-verbal avec du toucher. On peut travailler en non-verbal avec pas mal de choses. Pas de problème. Mais là, il y a une différence. C'est pas. Même objectif. Non-verbal, objectif. On sent. Oui. Pendant que là, on envoie une pensée, une intention, une image. Oui. Ouais. Je ne sais pas comment il est arrivé à ça, mais c'est sûr, il a dû tester plein de moments. Il était parfaitement confiant que c'était comme ça. Quand moi, je suis arrivée à son cours, c'était fait accompli, c'est comme ça. Mais comment il a eu la première impression? C'était un chercheur. Il était curieux, il posait des questions. Peut-être il a dit, je me demande si ça pourrait aussi marcher pour. Et il a dû expérimenter. J'en sais rien, je devine. Tu sais un petit peu, parce que tu vois, je trouve que c'est un sujet moi, c'est un sujet que j'aime bien. On en a déjà parlé quand on avait fait le débrief du livre Communication subjective, le livre rouge, là, ou rose, de Ed et José. Tu te souviens? Tu sais comment, dans la méthode, c'est arrivé ce principe de communication subjective? Alors, depuis le départ, il travaillait quand même sur objectif, subjectif. Intuition, c'était une forme de communication subjective, mais grande. Mais l'idée de vraiment mentalement faire passer une information à quelqu'un d'autre, je crois que c'est ça suit presque logiquement l'idée de télépathie. Parce que télépathie, justement, on projette une idée ou une image ou quelque chose à une autre personne subjectivement. Donc, télépathie, c'est une forme d'intuition. Donc, quand on reçoit quelque chose, c'est intuitif, mais il y a aussi la personne qui l'envoie. Donc, je suppose que c'était logique, d'une certaine façon, en suivant les choses qu'il étudiait. Tu penses que c'est venu du fait que Isabella, quand elle a commencé à pressentir ou à préentendre ce que José allait lui poser comme question, est-ce que tu penses que c'est là où il s'est dit peut-être qu'il y a une communication qui se joue à un autre niveau? Parce que si on reprend, ça serait potentiellement là une des origines à se dire,
je lui ai rien communiqué. Pour autant, c'est comme si elle m'avait entendu ou qu'elle avait entendu ça. Donc, il y a ça étant l'information. Il sait quel mot, là, ben, c'est comme s'il lisait ses pensées, quoi. Ouais. C'est ça qu'on mais dit. tu vois, alors, là, je ferai une petite différence entre lire une pensée et projeter une pensée. Tu vois? Oui. Parce que lire une pensée, là encore, tu vois, je pourrais dire d'un point de vue objectif, qui est moi un monde que je connais un peu, quoi, que je maîtrise mieux. Tu peux aussi lire une pensée, entre guillemets, tu vois, un body language de la personne qui va créer une des émotions de base, tu vois l'ensemble du contexte dans lequel on est, tu peux comprendre, tiens, la personne semble triste parce qu'il se passe ça, la personne vient de pleurer, tu comprends que c'est assez récent, donc il y a dû avoir une nouvelle ou un choc, etc. Tu peux avoir plein d'infos et en plus et être assez juste dans cette notion. C'est une lecture de pensée potentielle en objectif. Ok, tu pourrais te dire, donc en subjectif, on reprend l'exemple d'Isabelle, elle lit la pensée au travers de la question suivante. Mais la notion de communication... Il avait déjà l'intention de l'envoyer. Je comprends la différence, oui. Ouais, tu vois, c'est ça, c'est exactement ça. C'est que quand tu veux communiquer, c'est que tu as une idée de partager l'information. Et pas que quelqu'un, genre, tu es là et il arrive à capter une pensée. Et tu vois, je trouve qu'il y a une petite différence là-dessus. Mais d'accord, ok. Ouais, donc, bon, en tout cas, il en est arrivé à un moment donné qu'un des chemins pour lui, c'était d'utiliser de la transhypnotique et donc potentiellement utiliser les inductions, c'est de ça dont on est parlé on est en train de parler dans le cours avancé, pour justement être un pont pour réussir à partager de la communication subjective. En fait, c'est de donner une suggestion subjective. C'est une suggestion subjective, exactement. Tu vois, je m'interroge en même temps à me dire, mais est-ce que, du coup, tu penses que, moi, c'est mon côté très terre à terre, hein, mais est-ce que tu penses que c'est, là, surtout qu'on est en face à face, ce qui complexifie tout, c'est quand on va faire cette chose-là, mais que la personne n'est pas là. Mais là, on reprend la notion dont tu me parlais, celle sur laquelle on s'est basé, confusion, interruption de pattern, ou en tout cas saturation de la personne rentre en transe, j'envoie quelque chose. Alors peut-être que dans mon intention, mon body language et tout peut donner de l'information, du paraverbal, ce qu'on appelle le paraverbal. Mais si maintenant on fait la même chose et qu'on se dit oui, mais il y a de la communication subjective, et on revient à ton exemple qui était cool de la communication subjective que tu avais envoyé sur la dame qui était un peu en tension avec toi aux USA à l'époque, et ben là, tu l'as pas vu le soir et c'est le lendemain qu'elle était plus sympa. Attention, c'était. Et là, ce coup-ci, on peut pas dire, tiens, c'est du paraverbal ou autre, sachant qu'il n'y a que cette notion-là. Mais il n'y a pas la notion. Tu vois, c'est complexe parce que pour moi, je vais faire une différence entre la communication subjective en face à face et ce que tu viens de dire, la suggestion subjective qu'on va pouvoir faire avec justement une confusion, un choc, quel qu'il soit, une induction instantanée. Et la communication subjective, parce que là, du coup, il n'y a pas de communication directe, il n'y a pas de rapport qui est créé entre toi et la personne, autre que ce que tu es en train de créer, toi, dans ta tête ou dans le laboratoire, etc. etc. Et tu vois, pour moi, c'est deux types de communication qu'on nommera subjectives, mais qui ne fonctionnent pas de la même manière. Non. C'est intéressant le nombre de gens qui ont fait des expériences de télépathie dans la pièce à côté quand même. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr, bien sûr. Ou bien, même Dr. Ryan, il demandait à la personne d'être derrière un rideau pour qu'on ne le voyait pas. Donc, est-ce que ça, c'est la même chose qu'à distance? Parce que là aussi, il y a quand même il a la voix, on est physiquement dans la présence, mais on ne voit pas, donc on n'a pas le même. Donc, tu vois, c'est pas ou ça, il y a plusieurs degrés entre les deux. Même. Exactement. C'est ça. En gros, tu as soit le face-à-face, et là, on réutilise le processus inductif connu. Saturation, là, on est en train de parler de ça, mais ça peut être poignée de main, ça peut être perte d'équilibre, le chute, comme il disait, etc. OK. Ça, c'est un point. Ça, c'est un point d'un extrême, très objectif, qui amène quelque chose de subjectif.
Puis après, oui, tu peux avoir la personne en présence, mais séparée d'eux, elle ne te voit pas. La personne dans la pièce d'à côté, la personne de plus en plus loin. Et à quel moment, là, on arrive quand même à un moment où la personne, elle ne sait même pas que tu es en train de communiquer avec elle officiellement parlant. Oui. Et c'est très différent d'une expérience où tu dis la personne à côté va penser ou dire un truc, etc., etc. Là, on est sur un espace-temps où la personne n'a aucune conscience d'eux. Je vous rappelle, pour les plus Sylva d'entre vous, que la plupart du temps, on demande de se faire réveiller au milieu de la nuit ou au meilleur moment, parce que je dis au milieu de la nuit, mais au meilleur moment, où il y a potentiellement une réceptivité de la personne à qui on a envie de communiquer notre message. Bon, là, on est quand même tout seul dans notre monde. Hein. À ce moment-là, la personne, il n'y a pas un glingling. On peut le faire littéralement à l'autre côté du monde. Donc, c'est vraiment en dehors d'espace. Exactement. Il y a une notion espace qui n'existe plus. OK, bon. Donc, moi, communication subjective, n'hésitez pas à me faire des retours sur vos communications subjectives parce que c'est quelque chose d'intéressant. Pour les plus hypnos d'entre vous, vous pouvez tester et vous amuser, ça vous pouvez le faire aussi en séance, de faire ces confusions-saturation. Envoyer une suggestion subjective, puis après, qui est peut-être pas une que vous avez déjà sortie pendant la séance pour voir si éventuellement elle aura un feedback. Ce qui peut être même amusant, c'est faire par exemple dans les phases de pré-test, on fait tout le travail, la personne, on sait donc qu'elle est en transe parce qu'au fur et à mesure, elle a son pré-test, et à un moment donné, je ne sais pas, envoyer, tu vois, ça c'est un test que je pourrais tester moi dans tout ce que je fais, et dire dans ma tête, tiens, maintenant ta main, elle se lève, et visualiser la main qui se lève, mais sans lui dire. Tu vois, on est par exemple sur attraction des mains, et ce qui serait marrant, c'est de voir ça, tu vois. Là, on pourrait se dire, tiens, alors, après, il se passe plein de choses, hein. Est-ce que c'est ça, est-ce que c'est autre chose, mais là, c'est des petits tests. Les hypnos, n'hésitez pas à essayer, à mettre en pratique parce que ça peut être amusant de voir est-ce que potentiellement cet état de transe qui ouvre donc plus de conscience à soi-même et donc potentiellement à son environnement. Je vous rappelle, le principe de José, on revient à cette notion dont on a reparlé la semaine dernière. En alpha, on est un. En alpha, on est une unité, on est ensemble. Donc, ça voudrait dire, ce que j'ai une intention de te transmettre, vu que tu es un, tu es en capacité, peut-être pas en intention, mais en capacité, parce que tu es au niveau alpha, de le recevoir. Dans ce principe d'unité. Et il y a aussi le fait que normalement, quand on fait communication subjective, l'autre personne est supposée être en alpha, donc, ou justement en transe ou au milieu de la nuit, etc. Mais là, il parle de faire la communication subjective. Il ne dit pas ça verbalement. Il dit tu peux justement envoyer une pensée, une image, etc. Quand la personne est devant vous, est éveillée. Donc, mais en confusion. Donc, mais donc elle rentre en alpha. Peut-être, oui, mais justement, peut-être il lit le fait que si on reste dans le raisonnement, l'esprit critique ou analytique, on est forcément en bêta. Et ce mouvement de enlever ça, confusion, ou justement, quand il dit souvent le mécanisme de survie, tout d'un coup, on n'est plus du tout dans le rationnel. Est-ce qu'on est en alpha? De toute façon, on est totalement en dehors de l'esprit rationnel ou l'esprit critique, quoi. Donc, c'est intéressant. Oui, complètement. Donc, OK, ça, c'est confusion. Après, il revient sur... On revient sur poignée de main. Donc, oui, il appelle ça une technique de réentrée ou d'induction post-effet pour déclencher un niveau de conscience programmé. Alors, ça, on peut très bien avoir, parce qu'il y a plusieurs manières de prendre la poignée de main dans l'hypnose. On peut très bien le faire en processus inductif, faire une rupture de pattern. On peut très bien créer un pattern. On peut très bien, juste par le toucher, maintenir le contact, puis enlever notre main, maintenir un peu la main, regarder la personne et la mettre en catalepsie. Là, José, dans la manière dont il le propose, c'est pas ça. C'est certainement un phénomène post-hypnotique qui va dire à chaque fois que je te resserrerai la main, automatiquement, tu rentreras dans le même état, tu rentreras en transe ou tu rigoleras, qu'importe après ce qu'on fait. Et c'est ça, c'est ce principe-là dont il parle, technique de réentrée, de réinduction, induction à post-effet pour déclencher un niveau de conscience programmé.
Quand on dit programmer, c'est que ça a été suggéré en amont. Oui. Et donc, on le fait refonctionner. Pensez bien, quand on parle de programmation, dans la méthode Silva, c'est mettre un ensemble de suggestions, ce que Ed appelait le conditionnement. On vous conditionne à quelque chose, on vous programme, pour que justement, il y ait des effets post-hypnotiques, post-programmation, pour que vous rentriez plus facilement en alpha, pour que vous mémorisiez plus rapidement les clés, pour que vous appreniez plus facilement les techniques. Plusieurs fois pour qu'elles soient acquises. Et à l'inverse, parfois de certaines séances d'hypnose où des gens peuvent ne pas revenir sur la technique utilisée, nous, dans la méthode Silva, on dit maintenant on te l'a programmé. Et ça explique pourquoi certaines personnes disent oui, mais je peux apprendre la méthode Silva sans aller en cours. Et on va dire bien sûr que oui, vous pouvez. Il y a le bouquin bleu, il le disait déjà, vous pouvez le faire, aucun problème. Par contre, il faisait répéter, déjà il avait un processus inductif de 100 à 1, un peu long, mais pourquoi pas. Et surtout, c'est que la programmation, dit autrement pour les hypnoses, c'est l'ensemble des suggestions plus phénomènes post-hypnotiques attendus et associés à ces suggestions, en plus répétés au travers de plein d'exercices, va faciliter la mise en application. Et une des spécificités, c'est vous avez appris ça, donc on vous a programmé /suggéré, et a posteriori, on va vous demander de faire des exercices qui réactivent ce qu'on appelle un ancrage, qu'on réactive, et plus vous utilisez la réactivation du dit ancrage, c'est-à-dire la programmation et des suggestions, plus ça va devenir facile à retourner dans le même état et avoir les mêmes effets ou des effets supérieurs. Et en plus, dans le raisonnement Silva, à ce moment-là, on est dans l'acquisition d'un point de référence, qui est un point de référence de réussite. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que nous, on utilise vraiment le mot programme, mais pour les hypnoses, c'est suggestion, avec attente d'effets post-hypnotiques. D'accord. Ce qui est aussi le cas dans une séance, mais c'est moins marqué, parce que bien sûr qu'on fait une séance d'hypnose pour qu'il y ait un effet post-hypnotique. Si c'est juste pour vivre une séance, ça n'a pas d'intérêt. Le but, c'est qu'il y ait un effet post-hypnotique, moins d'angoisse, se sentir mieux par rapport à telle chose, réussir tel ou tel élément. En fait, ce qu'on appelle en MGH la suggestion secondaire. Exactement. En primaire, c'est l'influence sur l'état de transe. Suggestion secondaire, c'est tout ce qui se passe après. Oui. Exactement. Donc, ça, on l'a vraiment bien dans la méthode. Et c'est pour ça que José, dans ce principe de poignée de main, dit que la conscience a été programmée. C'est parce qu'on l'a conditionné à avoir cette réponse-là. D'accord ? Ouais. Bon, on en fait un petit dernier, parce qu'on savait déjà une demi-heure. Hypnosommeil. Alors là, c'est amusant, parce que hypnosommeil, qui se nomme hypnosleep, hormis un type qui s'appelle Dave Hellman, c'est pas un outil en hypnose qui est beaucoup utilisé. Alors, permettre au sujet de dormir, delta, puis le faire remonter au niveau θ pour la programmation avant de le laisser se rendormir. Cela permet de contourner les mécanismes de censure. Là, vraiment, on est sur un José technique. Parce que même aujourd'hui, en 2025, moi qui suis un paquet de cours, c'est très rare qu'on entende parler de l'hypnosleep. Ça l'était peut-être un peu plus dans les années... lui, c'est les années 50 du coup. C'est hyper étonnant parce que là, on est en 72. Donc, entre-temps, le bouquin d'Hellman est sorti en 64. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'hypnosleep, c'est pas un outil hyper utilisé. Non. Il y a Gooding. Jerry Kine. Ouais, il y a Jerry, ouais, bien sûr. Il y a Gooding. Tu vois qui c'est, Gooding? Elle a créé un truc autour de l'hypnosleep. Gooding.
C'était Cheryl Hellman qui était instructrice de ça. Et je lui avais dit à plusieurs reprises à Cheryl, je dis, moi, je veux être formé à ça. Je ne sais pas trop ce que c'est, je n'ai pas trop capté. C'était un truc pour les parents, pour aider à leurs enfants de se sentir mieux. Et en fait, ils utilisent l'hypnosleep. Mais, et là, je reviens dessus parce que ouais, après, on va s'arrêter là-dessus parce que sinon, je vais parler pendant 2 heures. Mais Larry me disait que Larry Hellman, fils de Dave Hellman, pardon. Larry me disait que l'hypnosleep, lui, ça va, il l'a bien vécu. Mais son frère l'a très mal pris. Il l'a pas mal pris quand il était petit, il a mal pris a posteriori parce qu'il a eu l'impression que son père l'avait manipulé. Mais apparemment, entre entre Dave Hellman et le frère de Dave Hellman, de Larry Hellman, pardon, le deuxième fils de Dave, c'était pas, ils sont pas mal embrouillés. Hein. Alors que Larry était très OK avec son père, etc. Donc, du coup, de ce que j'ai capté, l'hypnosleep, et là c'est ce que dit José, c'était à l'époque, il ne réveillait pas ou il n'endormait pas en cabinet les personnes, bien qu'il y a un Britannique qui est d'ailleurs un Irlandais. J'avais suivi son cours. C'est un des rares gars en Europe et dans le monde qui a développé tout un travail sur l'hypnosleep. Et lui, sa manière de faire, c'est, vous venez en cabinet, il vous endort. Et vraiment, en gros, il fait une induction tellement longue et ennuyante et à dire vous vous endormez, vos paupières sont lourdes, blabla, quoi. Vraiment, on exagère un peu. Il le fait avec des inductions. Qu'au bout d'un moment, vous endormez. Après, il vous réveille. Et quand il commence à faire, oui, il parle avec une partie de vous qui, dans ce sommeil, peut vous entendre. Donc, il commence à faire des gestes idomoteurs pour valider qu'il a entendu. Il fait sa session pendant que l'autre dort avec cette partie de lui éveillée. Donc, c'est exactement ce que dit José. Hein. C'est emmener en delta, puis ramener en θ, faire sa session en θ, refaire s'endormir la personne en delta et l'émerger. Donc, le gars, il sort de la séance, il ne sait plus où il en est, entre le sommeil, la transe. Mais les feedbacks sont intéressants. Moi, je l'ai testé plusieurs fois de cette façon-là. Avec les Français, c'est pas évident de les faire s'endormir parce qu'ils sont vachement dans la retenue et la peur. Mais il me disait, parce que je lui avais envoyé, je lui dis ouais, il me dit ouais, mais ça dépend des cultures. Il dit nous, les anglo-saxons, on n'a pas de problème. On paye pour un service. Si on paye pour le service, on va se laisser aller à fond. Et s'il faut roupiller, on roupillera. Il n'y a pas de problème. Nous, c'est un petit peu plus compliqué. Mais du coup, là, ce dont parle José, c'est vraiment c'est technique et c'est amusant qu'il en parle donc en 72, alors que c'est vraiment pas quelque chose qui s'est développé. Et c'est là où on peut voir la passion / l'expertise que pouvait avoir José dans l'hypnose. Parce qu'il parle de trucs que j'ai pas vu beaucoup d'auteurs en parler. Hein. Je sais pas toi, hormis Thierry. Et il se peut que je me trompe, mais moi, je croyais que uniquement Hellman faisait ça. Mais moi, je l'avais entendu déjà parler de José Silva, surtout pour les enfants, avant que je connaissais Jerry ou Hellman, etc. Mais je crois que ça apparaît aussi comme technique, l'hypnosleep, dans le livre de Émile Coué. Mais laisse-moi avec ça. Je vais trouver avant la semaine prochaine, ok? Ouais, chouette, carrément. Bah, je chercherai aussi, mais je te dis, moi, hormis lui, j'ai pas lu d'autres. J'ai lu un paquet de bouquins et je me suis renseigné sur pas. Mais c'est possible. Hein. Là, je dis c'est Hellman, mais c'est celui qu'on a le plus parlé jusqu'à présent de tous ceux que j'ai lus. Hein. Mais je vais me renseigner. Et comme je vous dis, hein, aujourd'hui, c'est un truc qui est peu utilisé, hormis cet Irlandais super cool qui donne des cours très très sympas à ce sujet-là. On va s'arrêter là pour l'instant parce qu'on Comment a dépassé. Je vais retrouver son nom là, l'Irlandais. Je l'ai plus en tête. Oui, moi non plus. Tu me l'as dit. Ouais, mais je crois que je t'avais, je sais plus. Je crois que je t'avais envoyé les cours à l'époque. C'était il y a 3-4 même il y a plus longtemps que je l'avais rencontré. Bon, il était très cool. En tout cas, pour cette vidéo-là, on va s'arrêter ici. Si vous avez des questions et des remarques, là, vous avez vu, c'est très hypno. Donc, n'hésitez pas, hein, pour les Sylvains, nous poser des questions. On peut vous orienter, vous donner des idées ou des lectures si ça vous intéresse. Ou, avant que Lee n'aille en retraite, faites-vous former en hypnovision par Lee ou par d'autres hypnos, hein, bien sûr.
Choisissez ce qui vous fait le plus plaisir. Et moi, je fais encore 2 fois, septembre et mai l'année prochaine. Septembre-mai. Donc, notez bien pour Hypnovision. Et si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook et YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Ne prenez que ce qui est bon et juste pour tester, observer, analyser et concluez. À très vite. Ciao.